Bonjour, bienvenue à tous. Nous arrivons au terme de cette journée live du salon SME Online en partenariat avec le Figaro Entrepreneur. Alors depuis 10 ans, voire plus, les auto-entrepreneurs représentent les deux tiers des créations d'entreprises en France. Donc en 2020, de mémoire, c'était 848 000 créations d'entreprises, dont plus de 500 000 auto-entrepreneurs. Donc gros succès. C'est pourtant aussi une forme d'entrepreneuriat qui a été aussi très critiquée. On parle enfin, souvent de salariat déguisé parce c'est un statut très utilisé par les plateformes de livraison de VTC. Mais l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. C'est aussi vraiment une manière de se lancer, notamment soit parce qu'on vise une activité avec un chiffre d'affaires limité, soit parce qu'on veut d'abord, avant de se lancer dans une société, tester un peu l'idée. Donc, on va voir tous ces aspects de l'auto-entrepreneuriat avec deux témoins qui sont Sophie Tulpin et Claire Antoine. Claire Antoine a développé, a créé une activité qui est Nouvelle Vague, qui est une agence de conseil en stratégie de communication et coopération qui aide les organisations. Ensuite, Sophie Tulpin, elle a créé Les Colibris, qui est une marque d'accessoires créée à partir de tissus donc, qui sont recyclés, donc les objets sont confectionnés dans un atelier d'insertion. Et enfin, l'expert de cette conférence, ce sera François Hurel, qui est le président de l'Union des auto-entrepreneurs et qui, en 2009, avait été l'auteur du rapport qui, justement, a conduit à la création du statut lui-même. Voilà, donc nous allons aborder, je pense, tous les aspects du statut de l'auto-entrepreneur, tous les quatre. Alors, je vous rappelle que les conférences sont enregistrées en audio. Elles pourront être écoutées sur le site du salon dans les prochaines semaines. Et puis, si vous aimez cette conférence, n'oubliez pas de le faire savoir avec le hashtag Salon SME ou sur la page Facebook du salon. Alors, Claire, pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans l'auto-entrepreneur? C'était il y a déjà 4 ans, je crois. Alors moi, je me suis lancée dans ce statut parce qu'en fait, moi, je travaillais chez Michelin, j'étais salariée, j'ai décidé de quitter Michelin. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument que je trouve du travail derrière. Et en fait, j'avais commencé à faire du développement web. Et il y a une boîte en développement web qui me dit, on a besoin de toi, est-ce que tu peux commencer dans une semaine? Donc j'avais besoin d'avoir un statut justement d'entreprise. Et on m'a donné le lien en me disant, vas-y, connecte-toi sur ce site, tu remplis un formulaire, tu cliques sur OK et c'est bon normalement. Donc voilà, donc j'ai fait ça comme ça. J'ai pas forcément compris tout à ce que je remplissais. Il y avait parfois des options, donc j'ai fait un petit peu au pif parfois. Mais en tout cas, ça a marché et j'ai pu commencer la semaine ou la semaine encore d'après. C'est pour ça en fait que j'ai choisi ce statut. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi. Et vous, Sophie, vous êtes là, c'était une manière de se lancer rapidement aussi ou... Alors moi, c'était surtout pour tester mon projet, voilà, sans me lancer dans la création d'une société qui est beaucoup plus complexe. Et voilà, et étant donné le contexte, je pense que j'ai bien fait. Donc voilà. Vous êtes lancé au moment du confinement, quoi, le 15 mars, c'est ça? Le 15 mars 15 mars 2020. 2020, oui, j'ai Oui. ouvert mon e-shop. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je trouve ça très bien. Et contrairement à Claire, moi j'ai trouvé ça plutôt simple parce que voilà, en fait, il faut, c'est vrai, chercher les infos. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, ça reste quand même très simple. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contenu sur Internet qui nous aide à trouver les bonnes infos. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez rapide et simple à faire. Alors François, d'un côté, la rapidité pour se lancer, de l'autre, Je c'est crois que plutôt ça résonne, possible. Bruno. Oui, ça résonne à nouveau. Et de l'autre côté, la rapidité pour se lancer et l'autre pour tester l'idée. Est-ce que c'est finalement ce à quoi doit servir le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui? Alors, d'abord, bonjour à tous les trois. Ce régime, il a été pour essayer de répondre à tous les cas de figure possibles. Donc, soit dans une activité cumulative avec une autre, avec un autre statut, d'autres revenus, soit en exclusif, soit parce qu'il fallait aller justement très vite. Mais en tout cas, la ligne de base, on a recherché une efficacité absolue. C'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde, d'abord, et que ça soit le plus simple possible. Je crois que la réponse est au rendez-vous. Tu citais quelques-uns des chiffres de 2010, de 2020.
c'est plutôt 700 000 nouveaux auto-entrepreneurs sur les 848 000 créations. Oui, Et je pense que ouais. pour 2020, alors que pour le premier trimestre 2020, on a rapporté premier trimestre 2020, d'abord on a passé le cap du million de créations d'entreprises, et parmi ça, il y en a 850 000 qui sont des auto-entrepreneurs. Démonstration, alors on est à peu près à 2300 par jour. Oui. Démonstration que ça doit répondre, et ça répond à toutes les situations. Alors, je comprends bien qu'il y a quelques complexités encore, et notamment, elles sont la plupart du temps liées à des options sociales, à des options fiscales, où là, c'est un peu plus compliqué. Mais si on regarde globalement les choses, c'est répondre à 12 questions. C'est relativement facile. Et en fait, surtout, on peut le faire en ligne, on peut le faire soi-même, en fait, de chez soi, et facturer, j'ai envie de dire, une minute après. Donc voilà. Et ça répond, je crois, à vos deux situations, mais à la situation de 2300 autres inscrits pour aujourd'hui. Et Claire, donc effectivement, vous êtes lancée il y a 4 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous feriez la même chose? Vous lanceriez aujourd'hui, vous lanceriez dans l'auto-entrepreneuriat sans passer directement à la société ou... Je trouve qu'en fait, au-delà de la rapidité, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend beaucoup moins de risques qu'une entreprise parce qu'on ne paye pas de charges si on ne gagne pas de chiffre d'affaires. Donc, zéro chiffre d'affaires, c'est zéro charge. Moi, je vous donne un exemple. Cette année, je vais commencer un master en fin d'année. Je ne suis pas sûre de pouvoir en même temps faire des missions. Je pense que si j'avais une boîte, j'aurais probablement dû l'arrêter parce que je n'aurais pas pu payer les charges associées. Alors que là, je peux rester en statut auto-entrepreneur. Si je gagne rien, j'ai pas de chiffre d'affaires, donc je suis pas obligée en fait de fermer ma boîte. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, c'est vrai qu'en termes de... Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut cumuler deux activités. Donc, notamment, par exemple, ceux qui veulent commencer l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer. Surtout aujourd'hui, c'est quand même assez risqué. Mais le fait de pouvoir cumuler, ça permet potentiellement de se mettre à 50% en tant que salarié, 50% peut-être sur l'entrepreneuriat, tester son activité en même temps qu'on travaille. Une fois qu'on sent qu'on a des clients, que ça marche bien, à ce moment-là, on peut passer des 50% de freelance au 100%. Et je trouve ça bien pour faire une transition et vraiment tester son idée au lieu de se jeter dans le vide, sauf bien sûr quand on touche le chômage, où là, effectivement, on a 2 ans pour tester. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que c'est bien d'avoir les deux en même temps pour prendre le moins de risques possible. Et vous, Sophie, vous l'aviez lancé effectivement pas en pleine crise, mais juste avant. Et aujourd'hui, par exemple, vous lanceriez aujourd'hui, vous auriez la même démarche ou pas? Oui, je pense que c'était de toute façon en tête sauf qu'à la base, ça devait durer un peu moins longtemps. La crise du Covid a fait que je suis toujours auto-entrepreneur un peu moins d'1 an et demi après. Mais voilà, aujourd'hui, je regrette absolument pas. Je trouve que c'est simple et effectivement, comme le dit Claire, il y a pas de risque en fait. On crée sa société rapidement, on prend pas tellement de risques et si ça marche pas, on ferme et voilà, il y a pas de problème. Parce que justement, du coup, c'est pas un statut qui est très pratique dans une période un peu compliquée de crise ou d'incertitude. C'est vraiment l'idéal plutôt que de se lancer tout de suite dans une société alors que la conjoncture est un peu mouvante, François. Je crois que la réponse a été donnée par nos deux auto-entrepreneuses. Lorsqu'on se lance, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge. On ne doit rien. Et donc, je crois que c'est un vrai gage de sécurité et de sérénité. C'est la clé. C'est l'une des clés. La deuxième est sans doute le fait que l'on puisse faire autre chose et en même temps, auto-entrepreneur, ça veut dire qu'on peut garder ses oreilles ouvertes et ses yeux ouverts à d'autres activités, à d'autres situations, à d'autres régimes, à d'autres ressources. Et puis la troisième, je pense que c'est quelque part une véritable révolution dans le regard que nous portons tous sur le travail. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Qui aurait pu croire, et moi le premier, j'imaginais en 2009 qu'il y aurait 1 million d'auto-entrepreneurs dans les 5-10 ans qui venaient. Aujourd'hui, on est à pratiquement 2,5 millions. Je pense qu'on franchira allègrement le chiffre des 3 millions
à la fin de cette année. Et juste pour rappeler quelque chose qui est important, parce qu'on l'entend souvent, on associe un peu trop souvent travail auto-entrepreneur et travailleurs des plateformes. Oui, je rappelle juste un chiffre, sur les 2,4 millions, 2,5 millions auto-entrepreneurs aujourd'hui inscrits actifs, il y a 70 000 auto-entrepreneurs travailleurs de plateforme. Donc c'est relativement modeste. Donc il ne s'agit pas en fait, de cantonner cette question à cette population, à ce type d'activité. Nos deux auto-entrepreneuses en sont évidemment les deux témoins un peu privilégiés ce soir. Oui, effectivement, donc on a deux vrais auto-entrepreneuses, si j'ose dire. Et du coup, malgré tout, est-ce qu'il y a quelles limites vous y voyez, vous, Sophie, dans ce statut? Vous pensez qu'il y a des limites? Alors, bien sûr qu'il y a les plafonds de chiffre d'affaires, donc on peut se dire que c'est une limite, mais on aime bien l'atteindre parce que ça veut dire que les choses vont bien. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent quand même, ou vous êtes dans ce statut ou pas? Alors moi, pour, mon activité d'achat-revente, effectivement, c'est pas le statut forcément le plus intéressant puisque, contrairement à quelqu'un qui est en freelance ou qui facture son temps passé sur du travail, moi j'ai pas mal de charges. J'ai des achats de matières premières, je paye, l'atelier, de confection. Donc voilà, si j'étais en société, tout ça, ça passerait en charge. Il y a les questions de TVA. Donc c'est pour ça que je pense que dans mon cas, quand on fait de l'achat-revente, c'est pas forcément fait pour durer. C'est idéal pour tester, mais derrière, si l'idée fonctionne, l'idée c'est d'évoluer assez vite, sous 6 mois peut-être. Voilà, pour moi c'est la principale limite. Voilà, j'en vois pas tellement d'autres aujourd'hui pour moi. Et vous, Claire, il y a des choses qui vous... Alors moi, je dirais qu'il y a deux choses. Ouais, deux choses. La première, c'est ce que vient de dire Sophie, parce que même si moi je fais du conseil, il arrive parfois que je m'associe avec d'autres consultants pour proposer des offres plus globales. Donc en fait, en général, le choix qui se fait, c'est que moi, je suis en face du client et je vais sous-traiter. Le problème, c'est que si je sous-traite, ça devient un achat. Et donc, en fait, je paye des charges sur le chiffre d'affaires associé finalement à la facturation de mon sous-traitant. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de se mettre à égalité et de faire deux factures. Donc pour le client, en termes administratifs, c'est pas très intéressant. Il doit gérer deux entreprises, donc lui, ça lui pose un peu. Enfin, j'ai fait ça avec certaines entreprises, elles ont accepté, mais on sent bien que c'est pas très professionnel de faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un peu la mauvaise presse, effectivement, du statut. C'est-à-dire, en plus, maintenant, on est passé de auto-entrepreneur à micro-entrepreneur. Donc, dans le micro, il y a micro, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est une mini-entreprise. Enfin, il y a ce côté un peu qui, juste dans le nom, qui dit qu'en gros, on est micro, quoi. Donc, en fait, on n'est pas très sérieux. Donc, alors qu'au final, pour moi, on est une entreprise comme les autres. On a juste effectivement des choses qui sont un peu simplifiées. Pour autant, dans la qualité du travail que l'on fait, en fait, ça ne change absolument rien. Donc voilà, ce seraient les deux seuls inconvénients. François, que pensez de ces limites? Est-ce que c'est un statut qui doit encore évoluer ou... Alors, je vais répondre sur plusieurs points. D'abord, oui, je suis moi extrêmement choqué par le fait que l'on fie un entrepreneur de micro-entrepreneur. C'est extrêmement dommage, c'est hyper dévalorisant. Et je trouve que dans le langage de nos gouvernants, je trouve que le mot auto-entrepreneur est nettement plus valorisant. Donc je suis un peu surpris, étonné, choqué lorsque j'entends quelques gouvernants nous expliquer qu'un auto-entrepreneur, ça n'existe pas, c'est un micro-entrepreneur. Dommage. Ça, c'est mon premier point. Second point, oui, il y a quelques limites à ce régime. Elles sont d'ailleurs assez simples. La première, c'est une limite qui est volontaire et qui est voulue, c'est la limite en chiffre d'affaires. Alors pourquoi? Parce qu'on est hors du champ de TVA. Hors du champ de TVA, ça veut dire que en Europe, il y a un certain nombre de textes qui permettent aux différents pays de placer des entreprises hors du champ de TVA. La France a fait le choix d'une limite plutôt basse, le Royaume-Uni a fait le choix d'une limite beaucoup plus haute. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ne pas récupérer la TVA, comme d'ailleurs ne pas déduire les charges, est un point qui, à un moment donné, fait qu'on doit s'interroger sur
la limite du régime. C'est évident que on doit rechercher le point où le moment où il est plus intéressant à la fois de récupérer la TVA payée, et en même temps de déduire ses charges, notamment pour les achats. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a effectivement une bascule qu'il faut évidemment trouver. Moi, je l'avais trouvé globalement dans le rapport 2009 aux alentours de ces fameux 30 000 premiers euros. Au-delà, est-ce qu'on peut s'interroger? La deuxième limite, et ça c'est quelque chose que l'on doit corriger en France, c'est le fait que les auto-entrepreneurs ont du mal à travailler ensemble. Mais c'est vrai d'ailleurs des entreprises elles-mêmes. Lorsqu'on veut travailler ensemble entre plusieurs entrepreneurs, il n'y a qu'un seul dispositif existant qui a été créé dans les années 70 qui s'appelle le groupement d'intérêt économique. C'est une usine à gaz, c'est compliqué, et je mets au défi quelqu'un de me montrer des statuts qui font moins de 40 pages. Donc c'est incompréhensible. En plus, ça crée une responsabilité solidaire entre les membres. Tout ça est très très mauvais. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions vite à la façon dont pourraient travailler des auto-entrepreneurs ensemble pour justement permettre que il n'y ait pas 2 factures ou 3, 5 ou 10, mais qu'il n'y en ait qu'une. Et ensuite, c'est à l'organisation administrative entre les auto-entrepreneurs de répartir les fonds. Ça me paraît quelque chose de raisonnable et de faisable très vite. Troisième limite, et on le voit, le travail indépendant en France, il est encore regardé d'une façon étrange. Et c'est particulièrement vrai sur la protection sociale. Il y a une espèce de point qui est que en France, on a accroché depuis 1945 la protection sociale à des statuts. Alors quand on est un salarié, on est protégé dans le statut du salariat. Certains disent même d'ailleurs, on est surprotégé. Lorsqu'on est un agriculteur, on est protégé par un régime agricole. Lorsqu'on est un militaire, on est protégé. Et lorsqu'on est un indépendant, on est protégé par un régime des indépendants qui a une petite partie que il protège extrêmement mal. Et surtout, il n'accepte pas un dispositif qui est ce qu'on appelle la prévoyance. C'est-à-dire que, certes, on vous soigne, certes, vous avez une retraite, certes, vous avez droit, si jamais vous avez un accident, d'être évidemment soigné, sauf que le lendemain, vous pouvez pas forcément travailler tout de suite ou retravailler parce que vous avez une jambe cassée, parce que vous avez ci, parce que vous avez ça. Et là, la prévoyance n'existe pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit en France. C'est un extraordinaire chantier qui permettra, je crois, qui se symbolise par une phrase, il faut accrocher le social à l'individu et non pas au statut de son activité. C'est une vraie révolution, il faut que nous l'engagions, il faut que nous la mettions en œuvre. C'est pour ça que je travaille beaucoup à ça, pour permettre justement que, vous deux, quand vous êtes lancés dans le régime de l'auto-entrepreneur, vous vous disiez, j'ai finalement, c'est aussi simple que de devenir salarié, il y a autant peu de risques que de devenir salarié, et surtout, il y a la même protection sociale. Ça veut dire que si jamais moi, mes enfants, etc., on est tous protégés. Et ça, je crois que c'est indispensable. Voilà les 3 limites que je vois en fait immédiatement. Sinon, j'ai envie de dire, il y en a une dernière auquel j'aspire et j'appelle de mes voeux, mais que ce régime, on lui fout la paix. On lui fout la paix parce qu'en permanence, j'entends « Ah, mais on va corriger ci, on va corriger ça, mais gna gna, il y a ceux qui ne sont pas d'accord, il y a ceux qui veulent complexifier. » C'est incroyable quand quelque chose marche, on s'arc-boute dans ce pays pour essayer de le transformer et de le complexifier. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut le favoriser, il faut le multiplier, il faut lui donner des chances pour qu'il prospère, il faut arrêter en permanence d'essayer de le transformer, de le modifier, de le complexifier. Voilà. Sophie et Claire, Sophie d'abord, sur le côté protection sociale, vous y avez pensé, vous l'avez avant de vous lancer, ou c'est un aspect que vous aviez laissé un peu de côté ou pas regarder? Non, c'est vrai que c'est pas un aspect sur lequel je m'étais attardée plus que ça.
Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir eu aucun problème de Voilà, santé parce que depuis que je me suis lancée. ouais, Donc c'est vrai que voilà, après, aujourd'hui, voilà, j'attends mon deuxième enfant et donc j'ai pour le coup beaucoup réfléchi, enfin beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup étudié cette question-là, ouais, et qui nécessite d'ailleurs dans ce cas-là, dans le cas où on veut, faire des enfants, notamment en tant que femme, de quand même faire quelques calculs, avant de se ah lancer oui, dans la maternité. mmh, Dans mon cas, voilà, j'avais fait les calculs et j'avais un minimum de chiffre d'affaires à réaliser, notamment l'année dernière, pour avoir droit à des indemnités journalières que j'ai atteintes. Donc là-dessus, je suis sereine. Mais c'est vrai ouais, que voilà, faut notamment quand on est une femme et qu'on veut des enfants, il faut, se renseigner, là-dessus, c'est important. ouais. Et vous, Claire, vous avez sur les aspects de protection sociale, c'est quelque chose qui vous aviez regardé ou pas? Bah, moi, tout ce qui est administratif, globalement, je mets un peu sous le tapis. Oui, j'ai Cette cru partie-là, comprendre, ouais. prévoyance en fait partie. Mais je suis sensibilisée depuis un mois parce que j'ai rencontré Monique Santé, qui est une spécialiste de du régime de Ouais, l'auto-entrepreneur, qui m'a dit ta prévoyance, surtout avec le Covid, hein, je me suis dit ouais, que ce serait le moment ou jamais d'y penser. Donc, je suis en train de regarder, effectivement, mais faut que je me dépêche parce que ça fait 4 ans que j'ai pas cette prévoyance. ouais. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Le jour où j'ai un souci, Oui, vous êtes jeune, donc ça va, vous êtes jeune et en bonne santé, mais après, ah, mais on effectivement, sait jamais, hein, ouais. on ne sait jamais, oui. Et est-ce que, François, est-ce qu'effectivement, c'est un travers un peu des auto-entrepreneurs de regarder beaucoup de choses, mais pas cet aspect-là, finalement? Est-ce que ceux que vous rencontrez sont souvent un peu dans ce cas de pas trop se soucier, ou en tout cas, gratter la question, quoi? Non, alors je crois globalement que c'est pas une question qui se pose ça tout le temps en permanence parce que évidemment sinon sinon on fait plus rien, on se met Oui, dans une bulle de coton et puis surtout on bouge plus. Non, je crois pas, mais je crois juste que c'est plutôt vu de mon point de vue, parce que j'estime que en fait dans ce pays aujourd'hui 12% de la population active mérite qu'on s'attarde un peu oui, sur sa protection. mmh, Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, ce régime va prospérer. Il va prospérer parce que nous regardons le travail autrement, parce que l'activité professionnelle se regarde autrement, parce que les plus jeunes de nos concitoyens portent un regard assez aiguisé, pour ne pas dire en fait aigu, sur le salariat. Il y en a pas mal que ça ne botte plus, que ça oui, n'intéresse plus. Euh, la crise du Covid a montré que l'on pouvait prendre un peu d'envol, beaucoup se sentent pousser des ailes, ils n'ont pas travaillé donc en salarié, ils étaient indemnisés, mais ils se sont lancés quelque part, ils s'interrogent. Le télétravail est quelque chose qui interpelle la responsabilité, le lien de subordination, donc tout ça fait que tout ça ça fourmille en, mmh, en fait de réflexion. Et du coup, je crois qu'il est intéressant que nous, en ce qui me concerne moi, mais en ce qui concerne l'organisation en fait UAE, ben, on se pose les bonnes questions mmh, et on se pose les bonnes questions pour la collectivité. Euh, après ça, après ça, j'ai envie de dire, euh, comme on l'a dit, c'est un régime qui est simple, c'est un régime qui est sans risque, c'est un régime qui a plein de positifs. Et j'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas risqué, quelque chose qui ne coûte rien en fait à l'inscription, quelque chose qui en fait interpelle son développement perso. J'ai envie de dire lancez-vous tous. oui, Évidemment, il faut le faire. Donc, il faut jamais regarder la bouteille à moitié vide. Il faut toujours en oui. fait regarder l'optimisme. L'optimisme, c'est les chances que l'on a tous et toutes de pouvoir s'inscrire et que ça fonctionne. Et au jour le jour, bon, là, on a vu que la simplicité du statut. Sophie, est-ce qu'au jour le jour, après, dans la gestion même quotidienne de l'entreprise, il n'y a pas il y a pas d'écueil, de choses trop compliquées en termes de compta, voilà, là-dessus, ça Non. tient. Est-ce que le statut tient ses promesses finalement?
Oui, enfin, vraiment, complètement. C'est très, très simple, il suffit de gérer, non mais c'est vrai, et moi je déteste la compta, donc Voilà. ça m'arrange. Mais voilà, c'est très simple, il suffit de Ouais. tenir un cahier avec ses dépenses, ses recettes à jour, garder tous ses factures. Il faut juste être un peu organisé, en ayant des classeurs, enfin voilà, mais Oui. c'est quand même beaucoup plus simple qu'une société où en plus il faudrait payer, un expert comptable. Donc voilà, même en termes de dépenses, Ouais. voilà, c'est faisable et c'est à la portée de tous. Voilà. Et vous, Claire, c'est une oui, la gestion vraiment quotidienne, la paperasserie quotidienne, ça n'est pas trop envahissante? Non, non, franchement, là-dessus, effectivement, Ouais. c'est assez simple. Et puis moi, récemment, je me suis mis à un logiciel de facturation, en fait, qui est spécialiste pour justement les auto-entrepreneurs et donc qui Ouais. gère tout. Donc là, j'ai encore moins de choses à faire. Donc, Donc c'est parfait. ouais, ouais, c'est parfait. Bon, on arrive au terme de cette conférence, pardon. Et un petit mot de la fin de vous trois, c'est un peu le conseil que vous donneriez à ceux et celles qui voudraient se jeter à l'eau, qui hésitent en se disant est-ce que je tente ma chance comme auto-entrepreneur? Quel conseil pour y donner, Sophie? Mais même le conseil que je donne, généralement aux personnes qui veulent se lancer, dans l'entrepreneuriat, c'est, faut pas trop réfléchir et je pense qu'il faut y aller, il faut tester son idée. En fait, voilà, que ce soit, freelance ou comme moi de l'achat-revente ou voilà, faut tester, on n'a rien à perdre et le statut d'auto-entrepreneur est parfait pour ça. Pour ça. Et c'est ce que vous avez fait. Pour l'instant, vous en êtes Exactement, ouais, satisfaite. Et vous, exactement. Claire, si vous Bah, je ne- pense que j'ai un peu le message, mais en me disant qu'en fait, si vous êtes salarié, moi, je conseille quand même, justement, il y a la possibilité d'avoir un autre statut pour tester. Moi, je vous invite quand même, soit vous avez le chômage, à ce moment-là, allez-y. Ouais. Mais si vous êtes salarié, en fait, l'opportunité de ce statut, c'est justement de pouvoir tester en étant salarié. Une fois que vous avez des clients du chiffre d'affaires, à ce moment-là, peut-être que vous quittez votre emploi. Mais moi, je serais plus mesurée sur Ouais. se lancer dans le statut, mais pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat trop rapidement sans mesurer les risques. Et D'accord. tester. Et donc, effectivement, quelqu'un qui est salarié et voudrait se reconvertir, c'est une manière peut-être d'y aller progressivement et de ne pas se jeter dans l'eau froide tout de suite. Ouais. Ouais. Et vous, François, le conseil que vous donneriez aux impétrants entrepreneurs? Alors moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, d'une part, et je voudrais faire juste une petite digression, remercier Ouais. en fait Alain Bossetti pour l'organisation de ce salon. Je pense que c'est une vraie réussite et tant mieux. Il fallait le faire, il fallait se lancer, et donc et ça c'est absolument parfait. Deuxièmement, c'est l'occasion pour moi de dire effectivement que ce régime, il est toujours à disposition et il est à disposition dans toutes ses facettes. Alors je me répète, on peut l'exercer de toutes les façons. On n'est pas obligé de se lancer à corps perdu dedans, on ne prend absolument aucun risque. On peut le cumuler avec un autre régime, une autre situation, et d'autres ressources. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer. La seule chose que l'on doit dire, c'est que nous avons, nous, à l'UAE, organisé un certain nombre d'outils qui permettent d'avoir des guidelines, des bonnes idées pour suivre, cheminer à travers ce régime. Et nous avons la prétention de vouloir professionnaliser toutes celles et ceux qui se lancent. Et donc c'est autour de cette idée de professionnalisation, c'est-à-dire que c'est l'idée de passer du petit bain au grand bain sans avoir immédiatement en se précipitant, en se jetant à l'eau. Je crois que c'est cette démarche-là qui a été en fait le conducteur. C'est tant mieux qu'il y en ait aujourd'hui 3 millions presque, mais c'est surtout tant mieux qu'il y en ait énormément qui restent dans ce régime. Parce que finalement, quand on atteint le plafond et qu'on fait du conseil, on est en gros aux alentours de quasiment 2 SMIC,2 par mois. Alors, Ouais. c'est pas la panacée, mais enfin, le revenu moyen des Français, c'est 1 SMIC,7, donc on est déjà largement au-dessus, et ça permet surtout d'imaginer ce que serait un projet entrepreneurial plus construit, en fait, un peu plus mature. Et donc, c'est autour de ça, je crois que c'est à la fois un tremplin, mais c'est en même temps un statut. Et c'est ces deux choses-là auxquelles je tiens, moi, et j'observe que il y en a 2200 par jour qui s'inscrivent. Donc, ça veut dire que ça fonctionne.
Je voudrais rajouter quelque chose, François. Oui, Claire. Oui. Par rapport à ce plafond, il me semble que si après on passe dans un autre statut, il faut faire au moins 10 000 à 20 000 euros de plus que le plafond pour gagner la même chose, en fait. Une fois qu'on a enlevé les charges. Oui. Donc, en fait, il faut faire un énorme espoir en termes de chiffre d'affaires pour que ça devienne intéressant de passer à un autre statut. Ça fait partie des points sur lequel, avec Monique, nous travaillons pour essayer d'imaginer une proposition qui permette justement de franchir cette étape beaucoup plus facilement et que ça ne corresponde pas justement à cette marche. Parce que les 10 000 ou 20 000 euros de plus, c'est une marche. Moi, je souhaiterais plutôt une pente douce. Et c'est pour ça que nous travaillons à justement une proposition qui permettrait de sortir un peu plus en sifflet et un peu moins brutalement de ce régime lorsqu'on veut progresser. Et donc, moi, je vais arriver au plafond, en fait, et je me dis, je vais arrêter d'accepter des missions, parce que je sais que je ne vais pas avoir assez de missions pour passer la marche. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se parle, un de ces quatre, et j'essaierai, moi, de vous aider, puis de vous accompagner avec Monique pour essayer justement, pour que ça ne soit pas une marche, et que ça soit une pente la plus douce possible, et que tout se passe bien. Bien, nous arrivons au terme de cette conférence et de cette journée du Salon SME Online. Alors, le Salon SME vous donne rendez-vous avec le Figaro Entrepreneur toujours le 8 juillet pour une nouvelle journée live. Voilà, merci Sophie. Merci à toi Bruno. Et merci à vous deux. Vous êtes des témoins formidables. Voilà. Bravo. Merci. Merci et bonne continuation. Alors, la caméra on va rester quelques instants sans trop rigoler. Donc, le premier qui rit a perdu. Voilà.